On va s'intéresser aujourd'hui à une hypothèse assez audacieuse, l'idée que notre société mondiale est en train de vivre une mutation fondamentale. Un vrai basculement qui nous éloigne d'un modèle qui nous a pourtant définis pendant des siècles. Allez, on plonge au cœur de cette transformation pour essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà, le mot est lâché. L'ère industrielle est terminée. C'est une affirmation radicale, bien sûr, mais elle pose les bases d'un changement très profond qu'on observe un peu partout autour de nous. Mais attention, quand on parle de l'ère industrielle, de quoi s'agit-il vraiment? Ça a été une aventure incroyable pour l'humanité, c'est vrai, remplie de progrès. Mais elle restera aussi dans l'histoire comme une période de conflit quasi permanent. Et son moteur, son ADN, c'était la compétitivité. Alors évidemment, une fin pareille, ça ne se fait pas dans le calme et la sérénité. C'est le résultat d'une sorte de tempête parfaite, une convergence de plusieurs crises majeures qui nous frappent tout en même temps. C'est ce qu'on appelle la polycrise. Et cette pression, elle a plusieurs visages. On a bien sûr l'urgence climatique, l'épuisement de nos ressources naturelles, la révolution numérique qui change tout, et aussi des retournements démographiques complètement inédits. Tous ces éléments mis ensemble forcent notre société à muter. Mais cette mutation, elle se heurte de plein fouet à la réalité géopolitique. Pendant que cette ère s'achève, deux grandes puissances, elles, tentent de prolonger l'ancien modèle, chacune pour son propre bénéfice, bien entendu. Et ces deux pays, sans grande surprise, ce sont les États-Unis et la Chine. Pendant des décennies, ils ont patiemment préparé leur domination et ils comptent bien en profiter maintenant, en s'accrochant à la logique de l'ère industrielle qui les a vus grandir. Leurs ambitions sont un peu différentes, mais leurs méthodes sont assez similaires. D'un côté, les États-Unis, qui visent la maîtrise du monde par la finance et les données, de l'autre, la Chine, par la production industrielle. Mais le point vraiment crucial, c'est que les deux régimes adoptent une gouvernance de plus en plus autoritaire pour arriver à leur fin. Et au milieu de cet affrontement de titans, il y a une région qui se retrouve littéralement prise en étau et qui devient, un peu malgré elle, l'enjeu principal de ce conflit. Et cette région, c'est l'Europe. C'est un paradoxe assez fascinant en fait. L'Europe, là où toute l'aventure industrielle a commencé, eh bien c'est aussi la première à faire face aux conséquences de la fin de cette époque. Elle est donc en quelque sorte forcée de chercher un nouveau modèle, une nouvelle voie pour s'en sortir. Et cette recherche, évidemment, ne plaît pas du tout aux deux géants. L'idée même qu'un modèle alternatif, potentiellement attractif, puisse émerger en Europe, ça perturbe complètement leur plan de domination. C'est perçu comme une menace directe à leur vision du monde. Alors, pour maintenir l'Europe sous contrôle, pour l'empêcher de tracer son propre chemin, ils utilisent des tactiques modernes, ce qu'on appelle les guerres hybrides. Ce ne sont pas des guerres avec des tanks et des avions, mais elles sont tout aussi destructrices. L'objectif de ces tactiques est à la fois clair et assez insidieux. Il s'agit d'affaiblir l'économie, de dévaloriser la culture, de démoraliser les populations, et même, selon l'analyse, de les abrutir à coups de désinformation massive. Face à ces pressions multiples, une conséquence majeure s'impose, et elle est de taille. Pour les démocraties européennes, c'est tout simplement la fin de la sécurité sous le parapluie américain. Elles sont désormais seules et forcées de se prendre en main. Cette situation, même si elle est très difficile, c'est aussi un appel urgent à l'action. Face à la fin d'un monde et à toutes ces pressions extérieures, il n'y a plus vraiment le choix. Il faut se réinventer, et complètement. Et c'est là qu'on arrive à la question essentielle. Si l'ancien modèle est mort et que le contexte est si hostile, quelle est la marche à suivre? Comment est-ce qu'on construit l'avenir dans ces conditions? Le premier obstacle, et il est gigantesque, c'est que tous nos systèmes actuels, nos gouvernements, nos institutions, nos lois, ont été pensés pour faire prospérer l'ère industrielle. Ils sont aujourd'hui obsolètes. La solution proposée est donc un changement radical de paradigme. Il s'agit de passer d'un système à un autre, de changer la fondation même, le socle de notre société. Le changement fondamental, le voici, c'est de passer de la compétitivité à la coopération. L'idée n'est plus que la prospérité naisse de la rivalité, du fait d'être meilleur que le voisin, mais qu'elle émerge de la collaboration. Mais pour qu'un modèle basé sur la coopération fonctionne, il faut complètement redéfinir ce qu'on appelle la valeur. Au-delà de la seule valeur marchande, l'idée c'est de reconnaître et de récompenser toutes les contributions à la société, que ce soit l'art, l'éducation ou le soin apporté aux autres. Ce nouveau modèle reposerait sur deux piliers. D'un côté, une économie productive efficace qui assure nos besoins essentiels, c'est la base, et de l'autre, et c'est ça la grande nouveauté, une économie contributive dont le but est de valoriser tout ce qui améliore notre qualité de vie. Le lien social, la culture, la créativité. C'est cette deuxième économie qui rend une société réellement riche et désirable.
On doit faire un constat assez lucide. Les acteurs traditionnels du pouvoir, comme les partis politiques ou les institutions, ne sont tout simplement pas préparés à un tel changement. Leur structure et leur logique sont encore celles de l'ancien monde, celui de la compétition. Et on termine donc sur cette question qui est fondamentale. Si les institutions en place ne peuvent pas piloter cette transformation, alors qui le fera? D'où viendra l'impulsion pour construire cette nouvelle société coopérative? C'est tout le défi qui est posé